Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le dernier cours théorique de sciences et technologies. On va voir ensemble le dernier volet du chapitre des vivants. Après ça, on va tomber dans la révision et ce sera le temps de te préparer à ton examen final. Pour le cours d'aujourd'hui, tu as besoin de ton nouveau cahier, qui est celui-ci, donc thématique 4, partie 2. Tu as besoin d'un crayon, de ton efface et d'un surligneur. Tu te souviens fort probablement que dans la partie 1 du module 4, donc des vivants, on a vu que pour être un vivant, il fallait répondre à 7 caractéristiques. Mais maintenant qu'on sait ça, là, on va aller regarder un petit peu comment on classe ces vivants-là, parce qu'à travers le temps, il y a une historique de classement pour être capable de mettre ensemble les vivants qui se ressemblent le plus. Donc, après maintes observations, les scientifiques ont décidé de classer les différents vivants, comme je te dis. Dans le fond, lorsque des vivants se ressemblent, on les classe et on nomme ça une espèce. Pour être considérés comme de la même espèce, il y a 3 grands critères. Et ces critères-là sont ultra importants. Première chose qu'on va faire ensemble, on va se faire une très, très grosse étoile juste ici, à côté de la case des 3 critères. Donc, les vivants qui sont de la même espèce, bien, ce qu'ils vont devoir avoir, c'est des caractéristiques physiques semblables. On va l'indiquer ensemble. Donc, les 2 vivants ont des caractères physiques semblables. Je m'excuse, ma ligne n'est pas assez grande pour moi. Là, tu vas trouver ça bizarre parce que j'ai indiqué juste 2 vivants ici, donc à cet endroit-ci. Mais en réalité, là, ce n'est pas juste les 2 vivants. Donc, si je regarde plusieurs vivants et qu'ils ont des caractéristiques physiques semblables, je peux déjà me dire qu'ils risquent d'être de la même espèce. Pour continuer, dans le fond, pour être dans la même espèce, nos 2 vivants doivent avoir quelque chose de particulier. C'est qu'ils doivent être capables d'avoir des bébés. Et ces bébés-là doivent survivre, donc, à leur naissance. Comment on parle de ça en termes scientifiques? On dit que les 2 vivants vont avoir des descendants viables. Des descendants viables. Donc, descendants, là, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu peux te le marquer, ça veut dire des bébés, puis viable, c'est en vie. Dernière chose, et là, ça, c'est la chose la plus importante, puis tu ne dois pas l'oublier, c'est que les descendants, donc les fameux bébés, quand ils vont arriver à l'âge de maturité, ils doivent être capables de se reproduire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les descendants doivent être féconds. Et on va se marquer en dessous qu'est-ce que ça veut dire, fécond. Ça veut dire être capable de se reproduire. Et là, tu vas me dire, Madame Langlois, c'est bizarre parce que tu m'as dit qu'une des caractéristiques des vivants, c'était se reproduire. Donc, tout le monde devrait être capable de se reproduire. Et voilà qu'il y a des exceptions à la règle, tout comme en français, donc je vais t'en parler. Il y a des cas particuliers qui existent. Un des cas particuliers, je vais t'en parler, est juste en bas de la page ici. C'est l'âne et le cheval. Donc, si on regarde l'âne et le cheval, ici j'ai un âne, ici j'ai une jument, donc une jument c'est la femelle cheval. Ils vont avoir un bébé. Premièrement, quand tu les regardes, bien, il y a des ressemblances. C'est sûr que ce n'est pas pareil, mais il y a 4 pattes, il y a la queue, le crâne est fait de la même façon, les petites oreilles. Mais quand tu regardes le bébé, ce que ça va créer, on appelle ça une mule. Donc, la mule, elle ressemble à ses parents, mais la mule a un petit problème, c'est qu'elle est stérile. Qu'est-ce que ça veut dire, stérile? Ça veut dire qu'elle ne sera jamais capable d'avoir d'enfants. Elle peut essayer d'en avoir, mais tous ses organes, dans le fond, sexuel, sont atrophiés. Atrophiés, ça veut dire qu'ils sont rapetissés, elle n'est pas capable d'avoir d'enfants. Donc, tu mets plusieurs mules ensemble qui essaient de se reproduire, ça ne marchera jamais. Donc, ça, c'est une chose qui est importante à souvenir. Donc, ici, je regarde le cas particulier, on va aller souligner des éléments ensemble. Donc, l'âne et le cheval se ressemblent.
et ils peuvent se reproduire. Donc, je réponds à la première caractéristique du vivant. Je réponds aussi à la deuxième caractéristique, dans le fond, de l'espèce. Mais le gros problème, c'est que le mulet est stérile. Donc ici, je vais venir le souligner, le mulet est stérile. Donc la troisième caractéristique qu'on a vue, bien, elle n'est pas produite. Donc ça veut dire que l'âne et la jument ne sont pas de la même espèce. La mule, je vais l'appeler un animal hybride. Donc hybride entre un père et une mère de différentes espèces. Et là, tu vas me dire, mais à quoi ça sert de produire des mules? Parce que dans le fond, elles ne peuvent pas se reproduire. Bien, il y a des utilités qui sont plutôt monétaires. Les ânes et les chevaux sont encore utilisés aujourd'hui dans des pays un petit peu plus reculés où le transport est difficile en voiture. Donc, les ânes et les chevaux sont utilisés pour du transport, soit de denrées, donc de la nourriture, ou de transport de personnes. Le problème, c'est que si tu as une jument, bien, elle risque de tomber enceinte. Puis l'âne, c'est un animal qui est un petit peu plus petit, mais qui sont très résistants. Donc, l'idée, c'est d'avoir l'âne et une jument, de créer un mulet. Puis là, tes mulets, bien, ceux-là, tu peux les utiliser pour le transport. Un petit peu plus gros que l'âne, un peu plus petit que le cheval. Mais le mulet, l'avantage, c'est que tu es sûr que tu n'auras jamais de bébé en cours de route, pas de grossesse. Donc, c'est avantageux. Le problème, c'est que lorsque le mulet ou la mule, quand elle est au bout de sa vie utile, bien, tu ne peux pas la faire reproduire à nouveau pour être capable d'avoir une deuxième génération puis t'en servir. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il existe d'autres animaux qui sont hybrides. Je vais t'en montrer quelques-uns. Donc, un animal classique au niveau de son hybridité, si tu veux. Regarde, c'est celui-ci. C'est un ligre. Donc, un lion et un tigre qui se sont reproduits ensemble. Donc, c'est deux animaux qui, à la base, bien, vont se ressembler. C'est deux animaux qui peuvent se reproduire, sauf que le problème, c'est que le ligre que tu vois ici, il n'est pas fécond. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de bébé. Pourquoi je l'appelle le ligre? Bien, en réalité, parce que c'est un mâle ici. Donc, le ligre, je commence par lion, puis ensuite de ça, pour finir par la fin du tigre. Mais tu peux aussi entendre le mot tigron. Bien, dans ce temps-là, c'est que c'est un tigre, la femelle, puis le reste, le on, c'est le mâle. Un autre animal hybride que tu peux voir, c'est celui-ci que je vais te montrer à l'instant. Donc, c'est le zébron. Le zébron, c'est le petit qui vient d'un cheval et d'un zèbre. Cet animal-là est bien joli, mais comme je te rappelle, il ne peut pas avoir de bébé à son tour parce que ses deux parents n'étaient pas de la même espèce. Si tu vas sur Internet et tu tapes « animal hybride », je te demande d'être très prudent parce que tu vas pouvoir voir plusieurs animaux, mais qui ne sont vraiment pas des hybrides. C'est des choses qui ont été faites à l'ordinateur, puis les humains se sont un petit peu amusés, mais ce n'est pas des vrais animaux hybrides. Pour être un animal hybride, il faut vraiment que les parents soient d'une espèce qui soit très semblable à la base. Tu sais, si tu regardes le cheval et le zèbre, c'est deux animaux qui vont être dans la même famille. Puis si tu regardes le tigre et le lion, bien, c'est un peu la même chose. C'est sûr que je ne peux pas faire un aigle avec un serpent, par exemple. C'est complètement différent à la base, donc il n'y aura même pas une reproduction qui va être possible et pensable. Et là, tu vas me dire, bien, Madame Langlois, pour savoir si deux espèces sont identiques, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas essayer de les reproduire puis d'attendre pour voir s'ils ont un bébé. Puis quand ils ont un bébé, de savoir si ce bébé-là va pouvoir se reproduire à son tour. C'est bien trop long. Bien, tu as pas mal raison. Sauf qu'à la base, il a fallu faire les tests pour être capable de savoir si tu étais dans la même espèce ou pas. Mais il y a un truc un petit peu plus facile. Maintenant que certains scientifiques ont fait les tests, il y a des trucs un petit peu plus faciles pour savoir si les deux vivants sont de la même espèce. Et je vais te montrer ça à la page suivante. Donc, ce que je vais utiliser pour être capable de savoir si deux vivants sont de la même espèce, je vais aller regarder la nomenclature binomiale. Puis là, tu vas me dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est la nomenclature binomiale? Bien, en réalité, cette nomenclature-là, c'est le nom
latin de ton espèce. Le nom latin de ton espèce est formé de 2 mots. Puis là, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais t'expliquer comment on appelle ces 2 mots-là. Donc, le premier mot que tu vas voir, ça s'appelle le genre. Il représente, on va souligner ensemble, okay, le premier mot en latin. Il débute aussi toujours par une majuscule et le genre va regrouper toutes les espèces qui ont un lien de parenté. Je vais donner des exemples tantôt. Le deuxième mot latin, lui, désigne ce qu'on appelle l'épithète. Le dernier mot vient nous permettre de mettre un adjectif comme un qualificatif au genre. Ensemble, ça va former le binôme. Donc, je te parle du binôme. Bien, en réalité, ce que je veux dire, c'est que c'est les 2 mots latins. Et c'est le nom scientifique qui va être donné à l'espèce. Donc, ça, c'est très important de t'en souvenir. Si on regarde ensemble des exemples, bien, on va aller un petit peu plus loin. Regarde bien. Ici, j'ai 3 images. Tu vois, j'ai un loup, j'ai un coyote et j'ai un chien. Quand tu les regardes, les trois ont une ressemblance. Là, c'est sûr que j'ai pris un beau petit chiot, mais les 3 ont quand même une ressemblance. Est-ce que les 3 pourraient se reproduire et avoir des descendants féconds? Bien, là, il faudrait essayer. Mais si je n'ai pas le temps d'essayer, je peux aller voir la classification qu'ont faite les scientifiques avec le temps. Regarde bien. Le nom ici du loup gris, c'est Canis lupus. Donc, le genre Canis, ça te fait peut-être rappeler le mot canin, puis lupus pour loup. Ensuite de ça, le coyote, Canis, encore pour canin, latrans. Et finalement, le chien, Canis domesticus, canin domestique. Donc, ici, si je regarde les 3, ils sont du même genre, donc le genre Canis, mais leur épithète est différent. Donc, je ne pourrais pas reproduire ces 3 animaux-là, ensemble. Si jamais il y avait une reproduction, bien, ça créerait un hybride parce que les 3 ne sont pas de la même espèce. Et là, juste pour te donner une idée, on a vraiment partout des noms scientifiques. Il y en a quelques-uns que je vais te montrer. Regarde, un érable à sucre. Là, j'en saute un. Érable à sucre où on tire, dans le fond, l'eau d'érable pour faire le sirop. Ça s'appelle Acer saccharum. Il existe d'autres types d'érable aussi. Donc, l'érable rouge, qu'on nomme en français, son nom latin, c'est Acer rubrum. Oh, rubrum, rouge. Il y a une association à faire ici. Puis, saccharum, bien, sucre. Donc, érable à sucre. Felis domesticus, le félin domestique, c'est le chat. Écus, bien, tu as peut-être déjà entendu un centre équestre. Un centre équestre, qu'est-ce que je vais retrouver? Bien, je peux retrouver entre autres des chevaux, je pourrais retrouver des ânes. Puis là, je fais le parallèle avec tantôt. Regarde, l'âne, c'est Equus asinus, puis le cheval, c'est Equus calabus. Donc, j'ai 2 espèces différentes. Ici, s'il y avait reproduction, bien, ça crée un hybride. Puis le dernier mot, bien, tu l'as déjà entendu, Homo sapiens. Donc, homo pour sapiens, pour homme. Et là, fais attention, tu vas me dire, oui, mais madame, il y a des femmes aussi. L'homme, c'est le grand H majuscule, un peu comme l'homme que tu étudies en univers social, ça veut dire toute la race humaine. Donc, je vais prendre mes 3 exemples qui sont ici, puis on va se noter des petites choses pour ne pas les oublier. Donc, le premier mot que je vais encadrer ici, c'est le genre. Le deuxième mot que je viens encadrer, c'est l'épithète. Et tout ça ensemble, le genre et l'épithète, là, je vais les encercler, ça va former le binôme, qui est le nom scientifique. Si les noms scientifiques ne sont pas pareils, je n'ai pas la même espèce. Le classement que tu vois là,
ça a l'air facile de dire « Ah, c'est des noms latins », mais ces noms latins-là viennent de quelque part et c'est grâce à la taxonomie qu'on est capable de classer les différents vivants. Donc, si tu entends le mot taxonomie, ce que tu dois savoir, c'est que c'est une science qui classifie les êtres vivants dans différentes catégories. Puis, on va tenir compte des caractéristiques physiques puis du degré de parenté. Donc, depuis tantôt, je te parle du nom espèce, mais il faut que tu saches que l'espèce, c'est un peu le bout de la ligne au niveau de la classification. Le système de classification, il est à 7 niveaux. La première grande classification, ça s'appelle le règne. Ce règne-là va comprendre 5 grandes parties. Bon, tous les animaux, tous les végétaux, tous les champignons. Puis là, tu vas voir 2 mots, là, protistes et monaires. Mais c'est ici, les protistes et monaires, là, si tu veux te l'indiquer, c'est tout ce qui est des unicellulaires. Donc, tu te souviens, peut-être en classe, je t'ai montré les unicellulaires des vivants à une cellule, mais tout dépendant, là, c'est qui ils étaient soit des protistes ou soit des monaires. Donc, ils n'étaient même pas dans le même règne que nous. À partir du moment que j'ai un animal, bien là, je vais prendre un embranchement, la classe, l'ordre, la famille, le genre, et je vais arriver au bout de la ligne avec l'espèce. Je vais te montrer ce que ça donne avant d'arriver chez l'humain. Donc, les 7 classifications du niveau là, pour l'humain. Si tu regardes chez l'humain, son règne, c'est le règne animal. Après, suite de ça, je vais prendre un embranchement qui s'appelle les cordées. Mais ce qu'il faut que tu saches, cordée, ça veut dire colonne vertébrale. Donc, on a un animal avec une colonne vertébrale. Il y a des animaux qui n'en ont pas. Ensuite de ça, je vais prendre la classe des mammifères. Nous, un mammifère, ce que ça veut dire, c'est que ça va avoir des glandes pour être capable d'allaiter les petits. Donc, on fait partie de cette classe-là. L'ordre, les primates. Donc, la grande partie des singes. Famille, hominidés, genre Homo, espèce Homo sapiens. Encore une fois, là ici, j'ai été mettre des mots pour chacun, mais j'ai été obligée de faire une recherche. Et comment on fait cette recherche-là? Bien, je vais te le montrer avec le chat. Là, c'est vraiment tout petit. Ce que j'ai mis, ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est un arbre là, qui ne finit plus de finir. Mais regardez bien, là, j'ai pris le règne animal. Du règne animal, j'ai pris mon embranchement des cordées. Ensuite de ça, j'ai pris l'embranchement pour aller vers la classe qui est les mammifères. Puis là, tu vois-tu, là, la classe, il y en a plein d'autres. Les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, ça, tu connais. Certains poissons, puis il y en a d'autres mots que tu ne connais même pas. Ensuite de ça, j'arrive dans l'ordre, et là, je vais m'en aller dans l'ordre. Oups, ma flèche, elle ne va pas tout à fait à la bonne place. On va le corriger. Donc, l'ordre des carnivores. Poup. Puis, on va venir enlever celle-ci. Là. Fais attention, enlève ça ici. Donc, l'ordre des carnivores. Des carnivores, là, ici, tu vois le mot sous-ordre. Tu vas me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est qu'à un moment donné, c'était tellement compliqué qu'on a formé comme une sous-section. Donc, je vais sauter, je m'en vais à la famille. La famille ici, ça va être les félins, le genre Felis et l'espèce, le Felis. Là, ici, j'avais un petit chat particulier, donc Felis sylvestris. Donc, ce que tu peux voir, dans le fond, c'est qu'on fonctionne sous forme d'arbre pour être capable de regrouper qu'est-ce qui est semblable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Bien, imagine à partir de là que tu trouves un vivant puis qui t'est inconnu. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu pourrais prendre une clé, puis cette clé-là va te permettre de venir identifier l'organisme inconnu. Cette clé-là s'appelle une clé taxonomique et est présentée à la page 5. Ce que je t'ai mis dans ton cahier, c'est un exemple de clé taxonomique parce qu'il faut que tu comprennes que celle-là, elle est vraiment simplifiée. Puis même que dans le titre, on l'indique. Donc, comment ça fonctionne? On va venir souligner ensemble pour s'en souvenir. C'est que l'utilisateur, qui est toi, devra sélectionner un choix à chaque étape pour finalement être capable d'identifier un organisme. Je t'ai donné une clé pour les feuillus, donc les arbres à feuilles. Ça peut te donner une idée, on va la regarder ensemble. Si je la diminue pour que tu puisses mieux voir, première question qui va être posée. Est-ce que c'est une feuille simple que tu vas avoir ou une feuille qui est composée? Bon, imagine que c'est une feuille simple. Est-ce que tu as des feuilles qui sont opposées ou tu as des feuilles qui sont décalées?
Imaginons que ça soit une feuille opposée. Est-ce qu'il y a 5 lobes? Si c'est ça, c'est l'érable. Bon, ça, c'était facile, mais imagine que les feuilles soient décalées, qu'ils soient à bord lobé. Bon, là, j'arrive au chêne. C'est encore là plus facile. Mais si j'arrive avec une feuille simple, alternée, à bord dentelé, regarde tous les choix qui sont possibles pour toi. Là, ici, c'est facile aussi parce qu'on met une petite feuille pour t'aider à l'identifier. Mais dans les vraies clés, les clés taxonomiques, ce que tu vas voir souvent, c'est plus les descriptifs que tu vois là et tu vas l'associer à un nom. Donc, il existe des clés pour les feuillus, il existe des clés pour les conifères, il existe plein de types de clés pour d'autres vivants et ça va nous aider à venir les identifier. En dessous, j'aurais pu rajouter le nom en latin. Donc, ça nous aurait permis de faire une identification qui est précise parce que le nom en latin, là, ce qu'il faut que tu te souviennes, c'est que c'est des noms qui sont utilisés partout dans le monde. Tu parles à quelqu'un qui a un langage, donc le français, l'anglais, le chinois, peu importe dans le monde où tu vas, quand tu dis Acer saccharum, ça veut dire l'érable à sucre. Donc, c'est un langage qui est international, le latin, surtout au niveau des sciences. Une autre chose qu'on va faire, donc à partir du moment qu'on est capable de classer les vivants sous forme d'espèces, on va aller étudier ces espèces-là à différents endroits. Donc, tu vas apprendre un autre nom aujourd'hui qui s'appelle le mot population, puis on va voir ça à la page suivante. Une population, ce que c'est, c'est un groupe d'individus de la même espèce, puis ça, c'est super important, qui vivent dans le même lieu au même moment. Pour être capable de dire la population, ça c'est super important, je l'ai mis en foncé, c'est que tu dois toujours préciser le lieu géographique. Donc, regarde bien, les exemples ici que j'ai donnés, le chien dans ma cour arrière. Bien, ici, les chiens, j'ai plusieurs individus de la même espèce qui sont dans un lieu au même moment. Puis, je précise le lieu géographique. Regarde ici un exemple qui est beaucoup plus précis. Donc, les lièvres de la forêt subalpine du Parc national de Banff. Là, on s'entend que pour le lieu géographique, j'ai été hyper précise. Puis là, faites attention, j'ai marqué le lièvre, mais c'est plutôt les lièvres parce que j'ai un groupe d'individus de la même espèce juste ici. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on a beau se dire, il y a des lièvres dans la forêt subalpine du Parc national de Banff. Les scientifiques, puis surtout les biologistes, vont aller faire des études de population. Pourquoi? On veut savoir, est-ce qu'au cours des années, cette population-là de lièvres va augmenter ou va diminuer? Puis c'est important de suivre certaines populations d'animaux parce que, vous savez, il y a de la chasse, il y a de la pêche. Puis on veut savoir à quel point on va octroyer des permis pour que la population survive bien au cours des années. Parce qu'on a beau dire, OK, c'est beau, tu peux aller chasser, tu peux aller trapper, par exemple, le lièvre, mais si on les élimine tous, on élimine des femelles et des petits, il n'y aura plus de reproduction possible. Donc, éventuellement, on va aller vers l'extinction de la population de cette forêt-là. Comment les scientifiques vont procéder? Par un petit calcul scientifique. Ce calcul-là est ici. Je vais te demander de l'encadrer. Il est vraiment important. Il y a 3 lettres. Il y a le D, le N et le A. Chaque lettre représente quelque chose. Le D, ça représente la densité. La densité, ça veut dire le nombre d'individus qu'il y a par kilomètre carré généralement. Le N, c'est le nombre d'individus de la population, puis le A, c'est l'aire occupé par un milieu. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire 3 exemples, donc ça va être un petit peu plus clair. Regarde par ici. Là, j'ai mis des petits humains, là, mais imagine que c'est des petits lièvres. J'ai un territoire qui fait ici 3 km par 3 km. Donc, j'ai un beau carré. Et dans ce territoire-là, j'ai 3 individus. Donc, si je veux savoir la densité, donc le fameux D, je dois faire le calcul suivant. La densité sera égale au nombre d'individus divisé par l'aire. Donc, on va aller chercher le N. Le N, c'est mon fameux nombre d'individus. Comment je fais pour le trouver? Je le calcule.
1, 2, 3. Donc, j'ai 3 individus. Mon aire occupé. Bien, l'aire, je te rappelle que la formule, là, c'est côté fois côté. Si tu as peur de l'oublier, là, je te suggère fortement de venir l'indiquer ici. OK? Donc, l'aire, c'est côté fois côté. Si je reviens à ce que je suis en train de faire, donc côté fois côté, ici, bien, j'ai un côté qui mesure 3 km² et un autre côté qui mesure 3 km². Donc, mon calcul, ce sera 3 fois 3, qui va me donner 9 km². Mon calcul n'est pas fini parce que mon D, bien, comment je fais pour le trouver? Bien, je vais faire 3 divisé par 9, ce qui va me donner 0,33 individus par kilomètre carré. Ça veut dire que si je coupais ma carte par kilomètre carré, donc ici, j'aurais 9 petits carrés, je retrouverais 0,33 individus, ce qui veut dire même pas un individu par kilomètre carré. Là, ce que je vais te demander, c'est de prendre quelques instants et de venir calculer la densité de population en laissant les traces de tes calculs pour les 2 autres exemples. Et tu vas venir me voir à l'avant lorsque ce sera fait pour me dire quel exemple, donc soit le 1, le 2 ou le 3, qui a une plus grande densité. Donc, pour faire ça, tu prends ta calculatrice, tu fais tes calculs comme j'ai fait pour le premier exemple. Tu vas le faire pour le deuxième et le troisième exemple. Pendant ce temps-là, tu arrêtes la vidéo. Ça, c'est très important parce que je ne veux pas que tu vois les réponses. Donc, on va regarder ensuite par la suite là, lequel des 3 a la plus grande densité. Donc, c'est super important. Tu arrêtes la vidéo maintenant et tu reprendras lorsque tu auras terminé tes calculs. Donc, j'imagine que tu as pu compléter tes calculs maintenant. Donc, au niveau du deuxième exemple, notre densité est de 0,625 individus par kilomètre carré et la densité du dernier est de 4,4 individus par kilomètre carré. Et là, regarde l'importance de faire ce calcul-là. Si tu avais analysé chaque petit carré, puis je t'avais dit dans quel carré il y a plus d'individus, automatiquement, tu m'aurais répondu le deuxième. Tu aurais eu raison, parce que dans le deuxième, il y a 40 individus. Sauf que dans le dernier exemple, j'en ai beaucoup moins. J'ai 10 individus, mais regarde l'espace dans lequel ils vivent. Ils vivent dans un petit espace. Je n'ai pas fait les carrés proportionnels, mais ils vivent dans un espace de 2,25 km². Ce qui fait qu'ici, dans le troisième exemple, j'ai une grande population de vivants. Après ça, ma population qui va être la deuxième plus grande, ça va être l'exemple du centre. Et finalement, où les habitants sont le moins serrés, c'est dans le premier exemple que j'ai fait avec toi. Et encore là, à partir de là, tu vas me dire, oui, mais à quoi ça sert de savoir la densité de population? Bien, c'est parce qu'on va faire une autre analyse par rapport à ça. C'est l'analyse de la niche écologique qui t'est présentée à la page suivante. La niche écologique, bien, en réalité, c'est le rapport des espèces entre leurs milieux. Puis dans ce milieu-là, bien, il y a d'autres vivants, mais il y a aussi des non-vivants dans le milieu. Donc, la niche écologique va inclure 3 grandes choses qu'on va noter ensemble. La première chose qui va être analysée, c'est le régime alimentaire. Deuxième chose à analyser, quand on analyse la niche écologique, c'est le rythme journalier. Et finalement, ce que je vais analyser aussi, c'est le lieu habité que j'appelle l'habitat. On va commencer par le régime alimentaire. Tu vas voir, ça va être très, très court ce que je vais avoir à te dire par rapport à ça. Le régime alimentaire, on en a déjà parlé ensemble, c'était la première caractéristique du vivant. Donc, ce que je t'ai indiqué dans tes notes de cours, c'est que le thème a été abordé dans ton premier cahier de notes de cours et tu pourrais même t'ajouter en dessous que c'est la première caractéristique du vivant.
Donc, ça, là, si jamais je te pose des questions sur le régime alimentaire, il va falloir que tu retournes dans ton cahier pour avoir plus d'informations. En plus, j'en ai parlé aussi du fameux régime alimentaire dans la 7e caractéristique du vivant. Puis, j'étais encore plus précise là, au niveau de type de bec, type de dents pour le régime alimentaire. Le rythme journalier, donc la 2e caractéristique qu'on va analyser dans la niche écologique, c'est en réalité la période d'activité de notre vivant. Ici, j'ai indiqué animal, là, c'est pas plus grave que ça, mais il faut que tu prennes en considération que ça pourrait être n'importe quel vivant que je vais analyser. Il y a deux grandes catégories dans le rythme journalier. Il y a les animaux qu'on appelle les animaux diurnes. Les animaux diurnes vont avoir une période d'activité de jour. On l'indique. Donc, une période d'activité de jour. À l'inverse, les animaux qui sont nocturnes vont avoir une période d'activité la nuit. Là, ce que tu dois comprendre aussi, là, c'est qu'on fait une analyse de base pour la première secondaire, donc entre l'animal nocturne et diurne. Mais il y a des animaux qui vont changer leur style de vie en fonction des saisons aussi. Pense aux oiseaux qui vont faire une migration, pense aux mouches, puis à tous les insectes là, qui vont tomber dans une période de dormance lorsque ça va être plus froid. Donc, ça aussi, ça pourrait être quelque chose que je vais venir analyser. La 3e catégorie dans la niche écologique, c'est l'habitat. Donc, on va regarder ça ensemble et ça va conclure le cours. Donc, l'habitat, c'est le lieu précis où on va rencontrer notre espèce. Faut que tu te souviennes, là, dans la 7e caractéristique du vivant, c'est qu'une espèce ne va pas aller n'importe où. Pourquoi? Bien, c'est qu'elle a 3 grands besoins vitaux. Et ces 3 grands besoins vitaux-là sont nécessaires à sa survie. Si elle ne répond pas à ces 3 besoins vitaux, l'animal a plusieurs choix. Rester là et risquer de ne pas survivre ou se déplacer pour trouver un habitat qui est beaucoup plus personnalisé à ses besoins. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans un habitat? Bien, évidemment, il faut se nourrir. Première chose. Dans un habitat, il faut aussi être capable de se protéger. Et finalement, la 3e chose que les vivants vont faire dans leur habitat, ça va être de se reproduire. C'est les 3 besoins vitaux que je vais avoir. Évidemment, les scientifiques, quand ils vont faire une recherche sur l'habitat, ils vont analyser 2 choses. Première chose qu'on va venir analyser, c'est tous les éléments non vivants du milieu. Évidemment, en sciences, tu le sais, c'est un peu compliqué. Au lieu de dire « je vais analyser les éléments non vivants du milieu », je vais appeler ça des facteurs abiotiques. Des facteurs abiotiques. Et je vais aussi faire l'analyse de mes interactions entre les vivants. Donc, évidemment, ça porte un nom. Je vais appeler ça des facteurs biotiques. Ça se ressemble beaucoup. Et là, regarde, j'ai fait une liste. Donc, on va aller regarder ensemble. Qu'est-ce que je pourrais analyser? Là, j'en ai mis quelques petites choses, là, mais il y a beaucoup plus d'analyses qui vont se faire dans l'habitat. Bon, au niveau des facteurs abiotiques, qu'est-ce que je vais regarder? Bien, je peux regarder le climat, le nombre de précipitations, la température, l'ensoleillement, l'humidité, les vents, parce que tout ça va avoir un impact sur mon vivant. Je vais regarder mon type de sol. Est-ce qu'il est acide? Est-ce qu'il est basique? Est-ce que c'est du limon? Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est un sol humifère? Je vais regarder le relief. En montagne, dans une plaine. Je vais regarder s'il y a une présence de plans d'eau. Puis je vais regarder la nature de l'eau aussi. Est-ce qu'elle est acide, basique? Est-ce qu'il y a plusieurs unicellulaires dedans, des algues, etc.? Et là, je viens de te parler d'unicellulaires et des algues. Bien, ça, c'est les vivants. Ce que je vais regarder dans mes facteurs biotiques, tout ce qui est faune. Est-ce qu'il y a des proies, des prédateurs, des décomposeurs? Est-ce qu'il y a une flore, donc des végétaux qui servent de nourriture, des abris, la présence d'herbivores?
Et finalement, le plus grand facteur biotique que je vais venir analyser, c'est est-ce qu'il y a une proximité avec l'être humain? Parce qu'on sait que l'être humain est dévastateur pour l'habitat des différents vivants, malheureusement. On a un impact majeur sur eux. Donc, aujourd'hui, si je résume ce qu'on a fait un gros cours. On a parlé de l'espèce. Cette espèce-là, on a dit qu'on pouvait regarder au niveau de ces 3 caractéristiques. Est-ce qu'ils se ressemblent? Est-ce qu'ils peuvent se reproduire? Et est-ce que les petits peuvent à leur tour avoir des bébés? Donc, est-ce que les petits sont féconds? On a regardé que si on n'avait pas les caractéristiques, on pouvait voir le nom latin. Le nom latin est formé de 2 mots, le genre, qui est le premier mot, et l'épithète, qui est le deuxième. Pour être de la même espèce, il faut que le genre et l'épithète soient identiques. Ensuite de ça, on a travaillé tout ce qui est clé taxonomique, parce qu'on a vu qu'une clé taxonomique nous permettait d'identifier un organisme. Puis évidemment, là, j'ai fait la taxonomie avec la clé en même temps, donc les différents niveaux de classement. Ensuite, on a vu, on a dit, bon, maintenant qu'on a classé nos vivants, on va aller regarder comment ils se regroupent. Donc, ils se regroupent sous forme de population. La population, c'est des individus de la même espèce qui sont au même moment dans le même lieu géographique. On a pu calculer le nombre d'individus que j'avais dans le lieu occupé, que j'appelle la densité. On a aussi vu, finalement, la niche écologique. La niche écologique qui est le milieu du vivant. Puis on analyse son régime alimentaire, son rythme journalier et son habitat. Donc, ça vient de résumer ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Je vais t'inviter à aller faire des exercices pour te préparer bien comme il faut à l'examen du vivant. C'est un très, très gros module. Donc, fais bien les exercices. Et si jamais tu as des questions, je t'invite à venir me voir. Ça va me faire plaisir de te répondre. Je te souhaite une belle fin de journée.